Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument, le prix Goncourt 2021, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougarsar. Accrochez-vous parce qu'on va plonger la tête la première dans un mystère absolument captivant. On parle d'une enquête qui va nous emmener loin, très loin, dans les labyrinthes de l'histoire et de la création littéraire. Prêt? C'est parti. En fait, tout commence par une question. Une question toute simple, mais qui déclenche absolument tout. Où est donc passé l'auteur de ce chef-d'œuvre? Imaginez un peu, un esprit brillant publie un texte phénoménal en 1938, et puis, silence radio. C'est le point de départ d'une quête incroyable où la gloire la plus totale finit par côtoyer le scandale le plus absolu. Du coup, pour poser un peu le décor, on va suivre Diégane Latyr Faye. C'est un jeune écrivain sénégalais qui se met en tête de retrouver cet auteur fantôme. Cet auteur, il a sorti un livre mythique, Le labyrinthe de l'inhumain, avant de se volatiliser complètement après avoir été détruit par les critiques. C'est littéralement chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, comment on va aborder tout ça? Voici notre plan de route. On va d'abord explorer le mystère TC éliminé. Ensuite, on verra l'histoire vraie de Yambo Ouloghem. Après, on abordera la question épineuse du plagiat face à l'héritage littéraire, puis l'identité dans l'espace francophone. Et enfin, on terminera sur l'idée de la littérature comme tiers-espace. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, le mystère T.C. Eliman ou le génie disparu. L'enquête nous entraîne dans un véritable jeu de pistes mondial. On a des personnages clés dispersés un peu partout. Siga Hadji se trouve à Amsterdam, Muzimbwa navigue entre Paris et le Congo, Ousseynou Koumak est au Sénégal, et au beau milieu de ce chaos organisé, on a notre protagoniste, Diégane, qui fait des allers-retours entre Paris et Buenos Aires. Il essaye désespérément de rassembler les pièces de ce puzzle géant. Ce qui est fascinant, c'est ce personnage de Sigadel. Le texte parle d'elle comme d'une, je cite, araignée mère. Et c'est exactement ça. C'est elle qui tisse toute cette toile narrative. Elle détient les secrets du passé et tient les ficelles de cette investigation où se mélange l'histoire, un peu de fantastique, mais surtout énormément d'humanité. Bon, ça nous amène naturellement à notre deuxième partie, l'histoire vraie derrière tout ça. L'histoire de Yambo Ouloghem. C'est là que la frontière entre la réalité et la fiction explose complètement. D'un côté, on a notre personnage inventé, T.C. Eliman, avec son livre de 1938, et de l'autre, on a son reflet parfait dans le monde réel, l'écrivain malien Yambo Ouloghem. C'est un auteur qui a vraiment existé et qui a même gagné le prestigieux prix Renaudot en 1968 pour Le devoir de violence. Le roman qu'on décrypte repose donc sur des fondations historiques stupéfiantes. Et le vrai cœur du drame, c'est cette trajectoire tragiquement identique entre le réel et la fiction. Les deux auteurs touchent le sommet, ils sont encensés par le monde littéraire, pour finalement être littéralement broyés par des accusations de plagiat ultra-violentes. Le résultat, ils sont tous les deux forcés de fuir, de vivre reclus, loin d'un milieu qui s'est retourné contre eux du jour au lendemain. Franchement, ça pousse à réfléchir sur la façon dont on fabrique et dont on détruit un génie. Ce qui nous fait basculer vers notre troisième point de réflexion, plagiat ou héritage littéraire, c'est le grand débat. Et là, les sources retournent complètement le concept de plagiat avec un mot très précis, l'innutrition. C'est un terme très noble, très académique, qui sert à décrire l'emprunt littéraire. Au lieu de parler de vol pur et simple, on parle d'une grande tradition. En gros, l'idée c'est qu'un auteur ne crée jamais à partir de rien. Il se nourrit, de manière presque viscérale, des textes de ceux qui sont venus avant lui. Cette citation résume parfaitement l'idée. Toute l'histoire de la littérature n'est-elle pas l'histoire d'un grand plagiat? C'est une question qui donne un peu le vertige, non? Car au fond, que serait Montaigne sans Plutarque? Que serait La Fontaine sans Ésope? Ça remet complètement en question l'acte de création, en suggérant que, depuis toujours, écrire, c'est juste participer à une seule et immense chaîne de renouvellement perpétuel. Mais, et c'est un énorme mais, les sources soulignent un double standard académique profond. Quand un auteur classique français s'inspire d'un autre, on appelle ça un hommage majestueux ou de l'érudition. Par contre, quand il s'agit d'auteurs africains, que ce soit le vrai Ouloghem ou le fictif Eliman, soudainement, la même pratique devient du plagiat cynique. Et c'est utilisé comme une arme redoutable pour les marginaliser et les détruire professionnellement. Allez, on passe à la quatrième partie. On va voir comment tout ça résonne avec la notion d'identité et d'espace francophone. Il y a un paradoxe vraiment tragique ici, un héritage direct de la colonisation. Eliman, il a coché absolument toutes les cases de la perfection académique occidentale, ce que les textes appellent la blanchité. Il avait le style, la grammaire parfaite, le vocabulaire pointu. Mais le système est resté d'une rigidité totale.
Plus il essayait de s'intégrer, plus le milieu s'acharnait à le rejeter et à le renvoyer à ce qu'ils appelaient sa négrure. Son assimilation parfaite s'est écrasée contre un mur de verre infranchissable. Du coup, cette idée d'une littérature soi-disant universelle, eh bien, elle vole en éclats. Il n'y a d'universel que l'enfer, brûler les médailles. C'est d'une puissance folle. Ça nous montre que cette fameuse universalité n'est pas un bel idéal humaniste, c'est plutôt un piège. C'est un outil utilisé par une élite pour classer, juger et finalement domestiquer les écrivains venus d'ailleurs. Alors comment on résiste à ça ? Eh bien, l'œuvre déploie une véritable polyphonie de voix, en mélangeant le français avec des mots sérères et wolof de façon hyper naturelle. Le texte crée une identité qui refuse de se laisser enfermer. C'est une langue fluide, vivante, qui résiste catégoriquement aux frontières strictes qu'on essaie de lui imposer. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, la littérature comme tierce espace. En fait, pour un auteur qui est constamment tiraillé entre deux continents, entre sa culture d'origine et celle d'adoption, la littérature devient un territoire à part entière. Ce n'est plus juste raconter une histoire. Le livre devient un refuge poétique, un espace inédit où l'écrivain peut enfin exister librement, totalement détaché des pressions géopolitiques écrasantes. Mais attention, ce refuge a un prix. L'auteur porte un poids immense. On parle ici d'une véritable prison à 5 cellules. L'immortalité des morts, la permanence de l'oublié, le destin de la culpabilité, la compagnie de la solitude, et enfin, la malédiction salutaire de l'amour. C'est un face-à-face inévitable et mémoriel avec les fantômes du passé que chaque créateur finit par devoir affronter. Et face à ce poids écrasant de l'histoire littéraire, les sources mettent en avant un concept juste hallucinant, le biblicide. Imaginez un peu l'ambition. C'est le rêve insensé d'écrire le livre parfait, le texte ultime, tellement essentiel qu'il effacerait d'un seul coup tout ce qui a été écrit avant, et qui rendrait inutile tout ce qui viendrait après. C'est le fantasme d'unifier toute la bibliothèque mondiale en une seule œuvre. C'est dingue, non ? Alors, pour clore cette exploration, on se retrouve face à un dilemme vertigineux. Quand on comprend la puissance monumentale et parfois destructrice des mots, face au risque d'être oublié ou au contraire, d'être détruit par la gloire, est-ce qu'écrire relève d'un courage absolu ou de la folie la plus pure ? Écrire ou ne pas écrire, c'est sur cette question immense qui nous invite tous à peser le poids de notre propre héritage que l'on se quitte aujourd'hui.